Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Stanislav Krapivnik, un ancien officier de l'armée américaine qui vit désormais en Russie, ce qui, je suppose, vous donne une perspective unique sur les deux mondes, en particulier d'un point de vue militaire. Alors, bienvenue dans l'émission. Merci. Merci. Eh bien, je n'ai pas simplement commencé à résider en Russie, je suis rentré chez moi. Mes parents m'ont emmené aux États-Unis en 1979. Mon père était un dissident. Et ensuite, je suis revenu avec ma famille. Ma femme est originaire de la République de Géorgie. C'était autrefois... Enfin, je suppose, oui, c'était autrefois la République soviétique de Géorgie. Nous sommes revenus en 2010. J'ai ouvert un bureau en terrain vierge dans l'Oural, à Yekaterinbourg, pour Cameron International. Oui, je suppose que tu es aussi allé un peu en Géorgie. J'y étais, c'était quand déjà? En mai ou en juin, avec l'ambassadeur Jack Matlock, parce qu'il n'y était pas retourné depuis de nombreuses années. Et oui, il était assez ému de revenir à Tbilissi. C'est fascinant de voir à quel point les choses ont changé pourtant. Ça fait quelques années. Mais quand même, qu'est-ce que tu disais? Oui, j'étais conseiller militaire à Tbilissi en 2002. Après cela, j'y suis retourné plusieurs fois. J'y étais cet été chez ma belle-mère, à parcourir la campagne en voiture, et j'y suis aussi retourné plusieurs fois pour affaires. Lors des dernières élections, j'étais sur place pour couvrir le vote et les premières manifestations. J'ai décrit ces premières manifestations. Elles avaient toute l'énergie d'un concert de jazz tranquille. Pas un concert de métal, juste un concert de jazz. Les gens étaient simplement comme « Ah !» Ils essayaient pas de motiver qui que ce soit. Tout le monde était juste « Ah !» Vers 22h30, ils sont tous rentrés chez eux. Les deux premières manifestations étaient comme ça. Cela ne semble pas complètement spontané devant le Parlement là-bas. Nous sommes également passés devant à Tbilissi. Il y a des drapeaux de l'U-2 Corps et des pancartes en anglais que la plupart d'entre eux ne peuvent probablement pas lire eux-mêmes. Donc cela n'a pas, je suppose, ce sentiment d'authenticité. Eh bien, je vais t'en donner un autre à ce sujet. Tu sais, j'étais là, je couvrais pour quelques agences de presse russes, mais j'ai des amis au sommet du parti Rêve géorgien, donc j'étais avec eux. Patabeladze, il est souvent sur mon blog, son beau-frère est le maire de Tbilissi. Donc la police nous connaissait et nous sommes simplement restés sur le côté, près d'eux, en train de filmer. Parce qu'il y avait beaucoup de libéraux russes et d'Ukrainiens dans cette foule qui, du moins certains, je le sais, m'avaient reconnu, alors je n'y suis pas allé. Avec moi, il y avait Shaboz. C'est un journaliste de RT, il est irlandais. Donc à moins de regarder RT English, la plupart ne savent pas qui il est. Alors il est allé là-bas. Et tu sais, j'appelle ça l'international libéral. Tu as l'islam ou le djihad international. Et maintenant, tu as l'international libéral. Ce sont ces groupes néolibéraux venus de toute l'Europe et des États-Unis, et ils se rendent à n'importe quelle manifestation. Je ne sais pas qui les finance. Peut-être la fondation Soros. Quelqu'un les finance, évidemment. Alors Shah s'est approché, et il y avait 3 Italiens et un Français tenant une pancarte en anglais. Ils ne savaient même pas que c'était en anglais. Ils n'avaient pas pris la peine de lire leur propre pancarte. Il commence à leur parler, et il s'exclame « Oh, un journaliste irlandais !» parce qu'il s'attendait à quelqu'un de la presse de l'UNEMOA. Il continue simplement à leur parler, et il commence à tout raconter sur cette organisation. Il leur dit « Donc, vous êtes géorgien-italien ?»« Non, non, nous sommes italiens. »« Mais que faites-vous ici ?» Ces gens sont d'âge mûr au moins. Ce ne sont pas des adolescents, ni de jeunes gens dans la vingtaine. Ce sont des manifestants professionnels. Des manifestants professionnels à vie, en quelque sorte. C'est comme,
Oh, cette organisation a payé pour qu'on vienne ici. Et vous savez, nous sommes pour la démocratie libérale, blablabla. Et ils se font balader, passant d'une manifestation à une autre, d'un pays à l'autre. Et ces gens-là n'ont aucun droit de manifester dans ce pays. J'ai dit à Patty, tu sais, ta plus grande erreur, c'est de ne pas avoir mis en place des points de contrôle, partout, pour vérifier les passeports. S'ils ne sont pas géorgiens, ils n'ont pas le droit de manifester. Ce sont des invités du pays. Les Géorgiens sont des citoyens. Eux ont le droit de manifester. Tous les autres, au revoir. Mais oui, je dirais qu'environ 20 ou 30% de la foule n'était pas géorgienne. Peut-être même plus. C'est ainsi que la démocratie a pris un tournant étrange. Tout le monde reconnaît que la société civile doit avoir une forte présence dans une démocratie. Mais soudainement, la société civile est censée être représentée par des ONG internationales, financées par des gouvernements étrangers, travaillant avec des services de renseignement. Je veux dire, cela devient une comédie quand on y regarde de plus près. Quelques journalistes aimeraient le faire d'ailleurs. Mais j'ai tout de même été assez impressionné par le gouvernement géorgien. Car en Europe, il faut adopter l'une des deux positions suivantes. Soit on soutient l'OTAN dans toutes ses politiques, aussi insensées soient-elles, en matière d'expansion, de guerre ou de diplomatie de boycott. Soit on prend le parti de la Russie. Et il n'y a alors plus de place pour vous dans la bonne société. Mais les Géorgiens ont en quelque sorte choisi une voie médiane, en disant « Eh bien, nous aimerions rejoindre Mumel, mais nous n'allons pas devenir une ligne de front contre les Russes. » Et en Europe, on ne sait pas trop quoi faire de cela, car les Géorgiens affirment que c'est dans leur intérêt national. Si nous devenons anti-russes, ils vont nous écraser. Donc nous préférons éviter cela. Et la seule réponse que nous semblons obtenir, c'est « Ah, eh bien, vous êtes des poutinistes, et nous devons vous renverser maintenant. » C'est tout de même assez extraordinaire. Et ils continuent de dire qu'ils veulent faire partie de l'UEMORMER. Il faut donc beaucoup d'acrobatie de la part des journalistes pour essayer de faire entrer la Géorgie dans un récit où il n'existe que deux positions possibles. Il y a un problème. Les Géorgiens et les Russes appellent ça avoir les fesses sur deux tabourets différents. Tôt ou tard, on finit par tomber. Ou, dans le cas d'Erdogan, sur 3, 4, 5, 10 tabourets différents. C'est un maître du jonglage. La Géorgie, tu sais, ils essayent de jouer sur les deux tableaux. Eh bien, ils en ont un peu trop fait aussi, à cause des exercices de l'OTAN. Ils se sont précipités pour y participer, même si, quand on y pense, c'est un peu idiot. D'abord les Britanniques, puis l'UE, puis les Américains et l'ULOA ont tous adopté des lois pour apporter la démocratie en Géorgie et renverser le parti Rêve géorgien. C'est écrit noir sur blanc dans les trois cas. Mais ils essaient encore de leur faire des courbettes. Messieurs, il n'y a plus de pardon à ce stade. Ils vont vous détruire, personnellement. C'est un choix noir ou blanc, car c'est ce que l'Occident a présenté. Un choix noir ou blanc. Soit vous jouez avec nous, soit vous jouez avec eux, mais il n'y aura rien entre les deux. Ils se sont précipités dans cet exercice de l'OTAN. En gros, un défilé avec un véhicule blindé de chaque pays. Les Géorgiens étaient en tête avec leur drapeau. Eh bien, comme vous l'avez dit, il y avait un mouvement pour essayer d'apaiser la situation avec la Géorgie à plus grande échelle et convaincre les Abkhazes de rejoindre la Géorgie sous forme de confédération en tant que région autonome, tout comme les Adjariens. Les Ossètes du Sud, c'est une impasse, car l'Ossétie du Nord se trouve de l'autre côté de la frontière, et les Ossètes du Sud ne rejoindront la Géorgie sous aucun prétexte. Ils veulent unifier les deux provinces en une seule au sein de la Russie. Mais les Abkhazes sont une entité tout à fait différente. De plus, la Russie soutient les Abkhazes, même si elle n'en tire pas vraiment grand-chose. Ils sont une épine dans la gorge des relations futures. Ainsi, la démarche consistait à pousser les Abkhazes,
pas tous, évidemment, mais à les pousser vers des pourparlers. Moscou cherche à relancer les discussions 3+1, qui incluaient la Géorgie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, ainsi que la Russie. La dernière fois que ces pourparlers devaient avoir lieu, c'était sous Saakachvili. Et Saakachvili a accepté leurs conditions. Puis Condoleezza Rice arrive en volant sur son balai, et nous avons la guerre de 2008. Parce que la dernière chose que les Américains veulent, c'est que la paix éclate quelque part. Dieu nous en garde. Vous perdez votre influence dès que la paix s'installe. Il faut un conflit perpétuel. C'était donc la manœuvre. Mais lorsque les Géorgiens ont participé à cette conférence et à ces exercices de l'OTAN, Poutine a signé un document donnant l'ordre de déterminer officiellement les frontières sud-ouest de la Russie, entre la Russie, la Géorgie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Ce geste signifiait qu'il reconnaissait, en pratique, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. C'était donc un grand pas dans la mauvaise direction pour la Géorgie. Et comme je l'ai dit, vous essayez de jouer sur les deux tableaux. Mais le fait est que, si vous vous aliénez Moscou, l'Occident vous dévorera tout cru. Parce qu'il n'y a rien à racheter là-dedans. Ils sont allés trop loin et ont trop offensé les sensibilités de Bruxelles. Ils seront détruits. Ivanishvili sera détruit. Il a déjà vu 2 milliards d'euros de biens confisqués. C'est donc une chasse aux sorcières. C'est la même chose qu'en Syrie, parce qu'Assad a essayé de se rapprocher de l'Occident à la fin. Il a aliéné la Russie, l'Iran et la Chine en tentant de redevenir légitime. Et ce que nous avons obtenu, c'est un pays dirigé par des coupeurs de têtes idéologiques. Et le pays d'Assad a été détruit. On ne peut pas faire ça. L'Occident ne vous donne pas la possibilité de jouer sur les deux tableaux. C'est soit notre bac à sable, soit le leur. Et c'est ce que nous avons vu en Ukraine à partir de 2013. Voilà. C'est noir ou blanc pour l'Occident. Vous êtes soit notre vassal, soit notre ennemi. Oui, c'était l'accord pour Yanukovych, car lui aussi cherchait à se rapprocher de l'Europe. Il pensait pouvoir diversifier ses liens, parce que si l'on met tous ses œufs dans le panier russe, on risque de devenir trop dépendant. Il s'est donc dit que si l'on agit comme un pont et qu'on traite avec les deux camps, ce serait l'idéal, non seulement pour la prospérité, mais aussi pour l'autonomie politique. Et puis en 2013, lorsqu'il a proposé une alternative, un accord UPML-Ukraine-Russie, qu'en pensez-vous? L'idée était que l'Ukraine soit un pont, pas une ligne de front. Les Européens ont dit, vous savez, à certaines conditions, non, cela n'arrivera pas, ce n'est pas votre rôle. Et lorsqu'il n'a pas su faire le bon choix, ils l'ont fait à sa place. Mais bon, belle transition vers le véritable sujet. Nous nous sommes un peu égarés. Alors, que se passe-t-il en Ukraine en ce moment? Parce que cette guerre d'usure dure depuis 3 ans et demi maintenant, et nous commençons à voir la perte d'hommes et de matériel se traduire par une perte de contrôle sur le territoire. Alors, que voyez-vous sur les lignes de front, dans des endroits comme Pokrovsk, Kupiansk ou Siversk? Eh bien, il n'y a pas eu de guerre d'usure pendant 3 ans et demi. La guerre d'usure a vraiment commencé il y a environ 2 ans et demi. La première phase, lorsque la Russie a détruit la première armée ukrainienne, la Russie est intervenue rapidement, a pris beaucoup plus de territoire que son armée ne pouvait en tenir, et cela a été fait délibérément. Vous savez, lorsque les combats ont commencé, si l'on regarde les rapports de l'OSCE, les bombardements ukrainiens sur Donetsk et Luhansk avaient été multipliés par 5 ou 6. Ils avaient une armée de 250 000 hommes massés sur ces frontières. Leur objectif était d'écraser et d'exterminer les territoires rebelles. Je veux dire, ils ne l'ont pas caché. Ils ne l'ont jamais caché. Vous savez, nous n'avons pas besoin du peuple. Nous voulons juste le territoire. Ils l'ont dit clairement.
tous les grands politiciens le disaient. Eh bien, Poroshenko a dit « Nos enfants iront à l'école, leurs enfants se cacheront dans les sous-sols ». C'était un discours qu'il a prononcé devant le pays. Donc tout est consigné. Je veux dire, ce n'est pas une théorie du complot ou de la propagande de Moscou. C'était consigné, c'était confirmé. Et jusqu'en février 2022, tout le monde parlait des nazis qui dirigeaient l'armée ukrainienne. Des tonnes d'articles à ce sujet. Tout a été blanchi, bien sûr. Blanchi instantanément. Tout a disparu, heureusement, d'Internet. Rien ne disparaît vraiment. Mais quand Moscou est intervenu, bien sûr, vous savez, je disais aux gens depuis 2010, et les gens auraient dû écouter, que cette guerre allait arriver. L'Ukraine avait rassemblé 250 000 soldats à la frontière. Et franchement, Zelensky a dit, « Nous n'allons pas respecter Minsk. C'est ridicule. Cela n'arrivera jamais. » En fait, l'une des dernières fois où ils ont tenu une conférence de Minsk, quand Poutine et Zelensky étaient présents, Zelensky riait pendant que Poutine parlait. Je veux dire, il n'y avait absolument aucun respect, rien de tel. Le clown était en pleine action. Eh bien, la Russie, vous savez, l'invasion arrivait. Compte tenu de la proximité de Donetsk avec les lignes de front, enfin, selon la partie de Donetsk considérée comme la ligne de front, le calcul était que s'ils lançaient un assaut d'artillerie complet avant l'invasion, il y aurait d'énormes pertes civiles. De plus, 2 DRG avaient déjà été encerclés et détruits à l'intérieur de la Russie, dans l'oblast de Rostov. Les DRG sont des groupes de diversion et de reconnaissance. Près de 200 Ukrainiens ont été tués en territoire russe. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un fait. Ainsi, en réalité, des forces spéciales d'un certain type étaient déjà présentes en Russie, car l'objectif n'était pas seulement Donetsk. Il s'agissait d'attaquer vers Rostov et peut-être de se diriger vers Voronezh afin de provoquer une crise à l'intérieur de la Russie. Non, c'était le désir de l'Occident, le désir de l'OTAN, de créer cette crise. Alors la Russie a frappé la première. En effet, ils ont détruit la première armée ukrainienne. Pas totalement, mais une très grande partie. Le reste a été détruit dans l'oblast de Kharkiv lorsqu'ils ont commencé à attaquer les forces russes là-bas. Encore une fois, c'est pas quelque chose dont on parle en Occident. Le but était d'intimider Kiev pour la pousser à signer un pacte de neutralité. Et nous savons comment cela s'est terminé. C'est pourquoi les forces qui se dirigeaient vers Kiev comptaient environ 40 000 soldats. Ils ne pouvaient jamais prendre une ville de 2,5 millions d'habitants. C'est physiquement impossible avec une telle force. Leur mission était de fixer l'armée ukrainienne, environ 100 000 hommes, afin de les empêcher d'être déplacés hors d'œuf, juste au cas où. Alors, après le geste de bonne volonté consistant à se retirer de l'oblast de Kiev et de l'oblast de Sumy, puis après la mise en scène de Boutcha, nous nous retrouvons avec l'offensive de Kiev vers Kharkiv. Vous voyez ce qu'ils faisaient? Les Ukrainiens gardaient, juste en passant, c'est un semi-secret, enfin pas vraiment un secret, plutôt un secret de polichinelle. Pendant les 3 premiers mois, l'armée russe n'avait pas le droit d'ouvrir le feu sur les Ukrainiens, tant que ces derniers n'avaient pas tiré les premiers. J'ai parlé à pas mal de gars qui disaient, vous savez, on est là à regarder, ils se préparent à une attaque, et on ne peut rien faire parce que les règles d'engagement étaient ainsi, puisque nous essayions de mener une négociation de paix. Ce n'est qu'après cela que les règles d'engagement ont changé et qu'ils sont passés à un mode de tir libre. Kiev avait constitué un point de fer à l'intérieur de Kharkiv. Ils cachaient des troupes sur des parkings, sous des immeubles résidentiels, dans des centres commerciaux, des endroits de ce genre, sachant que la Russie n'allait pas frapper ces zones. La zone sous contrôle russe était très poreuse, elle comportait des points forts, mais certains étaient espacés de 3 à 5 kilomètres. Et à ce moment-là,
l'armée russe n'était pas très efficace pour demander des tirs d'appui. Par exemple, lorsqu'elle sollicitait un soutien d'artillerie, cela pouvait prendre jusqu'à 2 heures. Vous savez, chaque général, chaque colonel voulait donner son approbation, et ainsi de suite. C'est extrêmement inefficace. C'est une chose si vous attaquez et que l'ennemi est dans une position fixe, vous vous arrêtez et vous attendez. C'est mauvais, mais vous attendez. Mais c'est encore faisable. L'autre problème, c'est quand vous essayez de frapper un ennemi, surtout un ennemi mobile, se déplaçant en colonne légère. C'était des colonnes volantes, utilisant des véhicules légers pour se déplacer entre ces points fortifiés et commencer à semer le chaos à l'intérieur. Eh bien, en ce moment, il faut environ 5 ou 6 minutes pour une mission de tir, parfois moins que cela. Tout a été réorganisé. En fait, il faut environ 10 minutes pour qu'une frappe Iskander soit lancée, de la demande au lancement. Tout est très réorganisé. L'armée russe apprend vite. Parfois, on apprend dans la douleur, à travers son propre sang et ses erreurs, mais les leçons finissent par être assimilées, et tout a été réorganisé en 2023. Le problème pour ces colonnes légères, c'est qu'elles ne pouvaient pas prendre les zones urbanisées. Elles n'avaient tout simplement pas la puissance de feu nécessaire. Finalement, le point de fer que Kiev formait à Kharkiv a quitté Kharkiv et est passé à l'attaque. Mais dès qu'il est passé à l'attaque, il est entré sous le parapluie aérien et d'artillerie russe et a commencé à subir des pertes. Lorsqu'ils ont repoussé l'armée russe, il y a eu de durs combats pour Krasnoye Liman et les zones environnantes, et ils ont fini par les repousser jusqu'à l'intérieur de la Luhansk. Ils avaient perdu ce point. Et comme un ressort, tu pousses, tu repousses. Les lignes russes se raccourcissent, les lignes ukrainiennes s'allongent, et le camp ukrainien subit des intrusions. Encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Ainsi, la contre-offensive, l'offensive ukrainienne à Zaporizhia en 2023, c'était la deuxième armée ukrainienne. C'était une armée déjà formée dans les pays occidentaux, et elle a été planifiée par des généraux américains, ce qui en dit long sur les généraux américains modernes. Ils ne sont pas sélectionnés pour leur qualité ou leurs compétences, mais pour leur talent à lécher les bottes de ceux qui les promeuvent, car à ce stade, ce sont tous des animaux politiques. L'armée ukrainienne, enfin la deuxième armée ukrainienne, c'est à ce moment-là que la Russie est passée à la défense active. La ligne Surovikin a été créée. J'ai parcouru plusieurs endroits le long de cette ligne et elle est impressionnante. Elle a été construite pour faire face à une attaque de l'OTAN à grande échelle, pas seulement contre les Ukrainiens, et elle pourrait encore être utilisée si l'OTAN décidait vraiment de s'y engager. Mais en réalité, il n'y a aucun moyen pour l'OTAN de la percer non plus, pas avec le niveau d'armement dont elle dispose actuellement. Maintenant, les Ukrainiens, pour bien comprendre l'échelle, ont pris environ 120 km², ce qui semble beaucoup pour ceux qui ne saisissent pas les détails, mais cela ne représente que 12 km sur 10. Ce n'est pas une très grande zone. Ils ont laissé 80 000 cadavres là-bas. Pour obtenir cela, on parle de statistiques dignes de la Première Guerre mondiale. Tu sais, ils ont pris un petit bout de terrain, vraiment insignifiant sur le plan stratégique, juste une petite avancée. Ils ont perdu des milliers et des milliers d'hommes pour un seul petit village, qui se résume en gros à 3 rues parallèles. Il ne reste rien de ce village, et il se trouve en terrain bas, avec des hauteurs à côté d'où les Russes tiraient sur eux. Ils ont perdu environ 80 000 hommes morts. Je ne parle pas des blessés. En fait, beaucoup de blessés ont été laissés sur le champ de bataille pour mourir et pourrir. Et lorsque des soldats russes sont sortis pour essayer de récupérer les blessés et les ramener, les Ukrainiens les utilisaient comme cible d'artillerie, comme piège d'artillerie.
Alors, après quelques frappes de ce genre, ils ont simplement commencé à les laisser mourir là-bas. C'est à ce moment-là que la guerre d'usure a vraiment commencé. Et vous savez, si l'ennemi veut se casser les dents sur votre ligne, vous le laissez faire. La Russie surpasse les Ukrainiens environ 7 contre 1 en artillerie, dispose d'une supériorité aérienne de base et d'une supériorité en roquettes. La seule chose que la Russie n'avait pas, en 2023, c'était les drones FPV. Les Ukrainiens avaient un avantage avec ces drones dès le tout début. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, oui. Et ils ne les utilisaient peut-être pas pour larguer des grenades, mais ils s'en servaient pour la reconnaissance. Cela leur donnait beaucoup plus de mobilité et une bien meilleure visibilité sur la cible que les drones dont disposait l'armée russe, et en particulier les forces de la DNR et de la LNR. Il existe des vidéos d'embuscade où les drones dirigent en réalité les attaques, et les gars de la DNR sont anéantis parce que, où qu'ils se cachent ou se déplacent, ces drones d'observation transmettent simplement les informations au camp ukrainien. Mais tout a changé. L'usure que nous observons maintenant, eh bien, la guerre d'usure est exactement ce que son nom indique. Le ratio de perte n'est pas de 36 pour 1, comme certains le prétendent, à cause des échanges de corps. J'aimerais que ce soit le cas, mais ça ne l'est pas. L'une des raisons pour lesquelles nous leur en donnons 1000 et qu'ils nous en rendent 30 ou 40, c'est que nous sommes plus avancés. D'ailleurs, lorsque l'Occident affirme qu'il n'y a pas d'avancée, il y en a une. C'est pourquoi on voit si peu de corps russes. La Russie peut récupérer ses morts, alors que les Ukrainiens ne le peuvent pas. Le véritable ratio de perte est d'environ 7 ou 8 pour 1, et il n'est pas en faveur des Ukrainiens. Ils continuent de perdre beaucoup plus, et la situation empire, car la qualité de leurs soldats diminue. Les troupes qu'ils déploient maintenant, leur niveau baisse très rapidement. Les unités d'élite, les vétérans expérimentés, les soi-disant bataillons spécialisés comme Tornado ou les brigades Azov, au moment où le conflit a commencé, ils avaient déjà été anéantis. Beaucoup de ces unités n'ont plus que 20 à 30% de leur efficacité au combat, ce qui signifie qu'elles ne sont plus opérationnelles. Juste pour comprendre, une brigade à 30% correspond à un bataillon à 30% correspond à une compagnie, et une compagnie à 30% correspond à un peloton. Donc on se retrouve dans une situation où si l'on avait autrefois 4000 hommes opérationnels au combat, on n'en a plus qu'environ 1 millier. Oui, ça a l'air bien sur la carte parce qu'on voit encore les mêmes petits symboles d'une brigade. Mais c'est exactement ce qu'Hitler a connu quand il formait des divisions. Regardez combien de divisions nous avons. Et les généraux répondaient, « Oui, mais il n'y a qu'un ou 2 bataillons dans cette division. C'est tout ce qu'il en reste. » Ou peut-être une brigade dans cette division. Ce ne sont pas de vraies divisions. Elles en ont seulement l'apparence sur la carte, parce qu'elles portent les icônes des divisions. Mais la réalité, c'est que vous savez, ils ont une armée en lambeaux à ce stade. Et c'est ce que les Ukrainiens ont. Il faut comprendre environ 1,8 million de morts, parce qu'il y en avait 1,7 million lors du piratage, et c'était il y a environ 4 ou 5 mois. Donc ils en sont à environ 1,8 million de morts. Il faut se dire, il y a eu en fait un reportage américain qui est passé entre les mailles du filet. Il parlait de prothèses et de la gravité de la situation. C'était un article élogieux sur les prothèses pour les invalides ukrainiens, et avec les lourdes pertes de 1,2 million de morts. Et c'était environ 6 mois avant le piratage. Donc, ici et là, ça ressort. Mais il faut imaginer au moins 2 blessés pour un mort, car beaucoup de blessés sont laissés à mourir. Donc, si vous dites 2 pour 1 gravement blessé, cela représente environ 3 millions d'hommes supplémentaires hors de combat uniquement à cause des blessures.
environ 1,7 ou 1,8 million de morts, dont 400 000 portés disparus. Et la semaine dernière, le procureur général d'Ukraine a annoncé l'ouverture de 300 000 dossiers de désertion. Cela correspond à peu près à la totalité des armées françaises et britanniques réunies qui auraient déserté de l'armée ukrainienne, tout simplement évaporées. Et puis, il y a les prisonniers de guerre. Autrement dit, on parle de pertes énormes, massives, sur le front ukrainien, ce qui explique pourquoi il commence maintenant à réellement s'effondrer, car il ne reste plus d'hommes pour tenir la ligne de front. Mais avant, encore moins pour mener ces contre-attaques incessantes que Zelensky ordonne pour son propre ego et sa machine de relations publiques. Je suppose que c'est pour cela que, tout naturellement, vers la fin des guerres, on voit les choses commencer à se désagréger. Quand les meilleurs soldats ne sont plus là, que le matériel commence à tomber en panne, que la formation se dégrade, que les désertions augmentent, que les morts se multiplient. Tout cela ne fait qu'aggraver encore davantage la situation. On peut constater, en termes de performance, à quel point tout semble s'effondrer maintenant. Car ils ont obtenu des résultats étonnamment bons au cours des 3 dernières années et demie. Beaucoup s'attendaient à ce qu'ils s'effondrent depuis longtemps, mais à présent, il ne semble vraiment plus possible de maintenir les choses en l'état. À cause de cela, cependant, il y a, du moins pour les Européens, le sentiment que les Américains ont commencé à se désengager un peu, essayant de refiler le désordre à venir aux Européens. Mais les Européens semblent prêts à assumer cette responsabilité à bras ouverts. Il y a aussi cette idée qu'ils peuvent renverser la situation grâce au Tomahawk, ou que, s'ils obtiennent simplement la bonne Wunderwaffe, ils peuvent gagner cette affaire. Comment voyez-vous cette possibilité, à la fois en termes de capacité et d'intention, surtout pour les Européens, mais aussi avec Trump comme une sorte de carte imprévisible, pouvant peut-être tenter une intervention désespérée, directe ou indirecte, pour sauver la situation? Vous savez, on se demande toujours un peu comment la population allemande s'est laissée mener par le bout du nez, avec cet anneau dans le nez, pour ainsi dire. En 1944 et au début de 1945, c'était la Wunderwaffe. Cette Wunderwaffe va certainement gagner la guerre. Bon, eh bien, la prochaine la gagnera sûrement. Pendant ce temps, l'armée rouge avançait rapidement d'un côté et les alliés occidentaux progressaient de l'autre. Eh bien, nous voyons cela à nouveau. Nous l'avons vu du côté ukrainien et encore plus du côté de l'UBLM. Vous savez, aucune Wunderwaffe, à moins qu'il ne s'agisse d'armes nucléaires, ne changera quoi que ce soit sur le champ de bataille. Et si cela devait arriver, il ne resterait plus d'Europe. C'est aussi simple que cela. Le fait est qu'il ne faut pas beaucoup de frappes en Europe pour la rendre inhabitable, car l'Europe est si compacte. Le sous-continent eurasiatique est très compact. Maintenant, l'Europe russe est immense. Je veux dire, si l'on regarde le territoire que la Russie contrôle, qu'elle a toujours contrôlé, depuis la région de l'Oural, eh bien jusqu'à la frontière biélorusse-polonaise et vers le Caucase, c'est une vaste zone qui n'est pas très densément peuplée comparée au reste du continent européen, ou du sous-continent selon la manière dont on le considère. Là-bas, les retombées seraient catastrophiques. Si l'on effectue une seule frappe en Allemagne centrale, la majeure partie de l'Allemagne subirait les retombées. C'est une petite région, très compacte, et il en va de même pour la plupart de l'Europe. Espérons donc qu'il reste un peu de bon sens dans l'Union européenne, mais j'en doute quelque peu, pour éviter d'emprunter la voie de l'autodestruction totale. Alors à longue distance, tu vois Glenn, la différence est une question de concept. Je vais faire un petit détour pour expliquer. La plus grande malédiction de la Russie, pourrait-on dire, vis-à-vis de l'Occident, c'est où et pourquoi.
Tu vois, quand les Américains ou les Européens arrivent en Chine, en Afrique, en Inde ou en Amérique du Sud, ils voient des gens qui ne leur ressemblent pas. Et s'ils ne me ressemblent pas, peut-être qu'ils ne pensent pas comme moi. Donc je dois peut-être comprendre comment ils pensent. Ils viennent en Russie, ils voient des blondes, des gens aux yeux bleus, des roux. Ah, ils sont comme nous, mais nous ne pensons pas comme eux. Et cela devient une source d'agacement. Ça l'est depuis des centaines, voire des milliers d'années. Nous sommes chrétiens, mais d'une autre forme de christianisme. Nous ne sommes pas catholiques. Nous ne sommes pas du rite latin, nous sommes orthodoxes. Et nous avons effectivement une conception et une vision du monde différentes. Au lieu de chercher à nous comprendre, l'approche occidentale a historiquement été « Eh bien, nous allons vous apprendre à vivre correctement, à être comme nous. » Eh bien, ces fichus Russes têtus ne veulent pas être comme vous. Ils ne veulent pas apprendre. Ils refusent. Alors, l'étape suivante dans cette escalade, c'est « Eh bien, nous allons vous prendre par l'épée et vous forcer à être comme nous. » Mais ces fichus Russes continuent de tenir bon et ils continuent de gagner. Et vous savez, la première invasion européenne organisée de la Russie fut menée par Boleslas le Brave, prince de Cracovie, et ses alliés du Saint-Empire romain germanique, divers États allemands. Ils ont pris Kiev et ont chassé Vladimir Krasnosolnts, juste après qu'il eut christianisé la Russie et formé un gouvernement. Ils n'ont pas pu conserver ces territoires et ont finalement dû se replier. C'était en 1012, après Jusseit, et depuis cela n'a jamais cessé. Tout le monde se souvient de Napoléon et d'Hitler, mais bien d'autres sont venus. Et ce sentiment, du moins parmi les élites occidentales, s'est transformé en quelque chose qui ressemble presque à une haine d'un niveau génétique envers la Russie. Cela n'a aucune logique, mais c'est là. Regardez les Britanniques. Si l'on y réfléchit, la Russie et l'Angleterre devraient être des alliés naturels. Elles se trouvent aux extrémités opposées de l'Europe. Elles n'ont aucun intérêt à voir l'Europe unifiée, car chaque fois que l'Europe s'unifie, elles finissent à regarder dans une direction ou une autre. Ce n'est bon pour aucun des deux. L'Angleterre est un empire maritime, la Russie est un empire terrestre. On pourrait penser qu'ils seraient des alliés naturels. Mais non, 300 ans de haine psychotique envers la Russie est le grand jeu. Le plus drôle, c'est que lorsque les archives historiques de l'époque impériale ont été ouvertes, il s'est avéré que la Russie ne jouait même pas au grand jeu. Pour la plupart, le gouvernement russe ne savait même pas qu'un jeu se jouait. La Russie n'a jamais eu la moindre intention envers l'Inde, ni envers l'Afghanistan. Quand la Russie est entrée en Asie centrale, elle l'a fait à cause de l'esclavage. Pour la même raison qu'elle est entrée en Tchétchénie, parce que les Tchétchènes faisaient des razzias pour capturer des esclaves et les vendre aux Turcs. La Russie est intervenue et a mené des contre-raids pendant environ une centaine d'années. Puis Nikolaïev s'est vu dire par les généraux, « Écoutez, il faut régler cela et y mettre fin. » Et ils ont mis fin à l'esclavage auquel les Tchétchènes se livraient. Ils ne pillaient pas seulement les Russes, ils attaquaient aussi les Géorgiens et d'autres territoires musulmans, car c'était leur principale activité économique. Ensuite, il y a eu le groupe suivant, le Khanat suivant, qui menait des raids, et la Russie a continué à avancer toujours plus loin, jusqu'à Khiva et au-delà, pour mettre un terme aux razzias d'esclaves sur les territoires russes. Mais les Britanniques ont interprété cela comme le grand jeu. C'est ainsi qu'est née cette haine psychopathe, totalement dénuée de toute logique. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Et le problème de l'escalade est le suivant. Pour les orthodoxes, la guerre est toujours un péché. Il n'existe pas de guerre juste. Le concept de guerre juste de saint Augustin n'a jamais été accepté par l'Église avant le schisme. Ensuite, il a été adopté par le côté catholique, mais jamais par le côté orthodoxe. Donc pour nous, la guerre est toujours un péché.
Ne pas aller se battre peut être un péché bien plus grave. C'est un concept différent. Parfois, il faut se battre parce qu'un mal bien plus grand est en train de se produire. Mais la guerre est toujours considérée comme un mal. C'est pourquoi la Russie a toujours été du côté de ceux qui essayent d'apaiser tout le monde. Vous savez, lorsque Pierre le Grand se préparait à tendre son piège à Poltava contre Charles, qui n'allait bientôt plus être le Grand, il lui écrivait des lettres. Arrêtons ça. Revenons aux anciennes frontières et mettons simplement fin à tout cela. Arrêtons cette idiotie. Charles ne voyait pas les choses ainsi, et il a fini par faire de la Suède une puissance de second rang après cela. La même chose s'est produite pendant la Première Guerre mondiale. Nicolas II courait partout en essayant d'apaiser tout le monde, de dissuader chacun de sauter du bord du gouffre, mais ils voulaient tous se lancer dans cette grande guerre de gloire censée durer 2 mois. Oui, ça ne s'est pas très bien terminé. Et c'est la même chose aujourd'hui avec Poutine. On retrouve le même schéma. Le fait est que tandis que l'Occident avance progressivement, pas à pas, la Russie ressemble davantage à un ressort qu'on comprime, jusqu'à ce que toute cette énergie, cette haine et cette colère finissent par s'accumuler. Et quand elle riposte, ce n'est pas de manière progressive. C'est une grande escalade d'un seul coup. Croyez-moi, à ce stade, la majorité de la population aimerait voir Kiev réduite en cendres, voire même une guerre avec l'OTAN, à cause de la colère que ces frappes provoquent. Elles ont exactement l'effet inverse de ce que l'Occident pense. L'Occident croit que cela va démoraliser la population russe. Cela ne fonctionne pas ainsi avec les Russes, c'est l'effet contraire. Cela ne fait qu'alimenter la colère. De plus en plus de gens s'engagent pour combattre. Même ceux qui auraient pu se ranger du côté de l'Occident, les élites libérales, sont toujours là, mais ceux qui ne se sont pas enfuis ne considèrent plus l'Occident comme un camp auquel s'associer. La colère les atteint désormais. Ainsi, quels que soient les alliés naturels que Bruxelles avait en Russie, elle les perd très rapidement, et pour des générations à venir. Voilà la situation. Concernant Pokrovsk, vous savez, il est évident qu'elle va tomber. Elle est encerclée. La Russie avance lentement pour préserver ses propres troupes. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Ils ne vont nulle part. Chaque jour, il manque un peu plus de nourriture, un peu plus de munitions. Pourquoi accélérer les choses et perdre des soldats quand on peut simplement échanger des obus et des drones contre des hommes? Pokrovsk ou Krasnoarmysk est déjà presque à 90% entre les mains des Russes. Mirograd est à environ 20 à 30%. Mais cela avance très lentement, simplement parce qu'ils ne sont pas pressés. Ils rasent tout, partout où les Ukrainiens pourraient se cacher. Il y a un couloir ouvert d'environ 1,5 km à 1,8 km de large. La raison pour laquelle on laisse toujours un couloir ouvert lors d'un encerclement, c'est le moral. Tant qu'il existe une voie de sortie, l'ennemi est toujours sur le point de fuir. Une fois qu'on le coupe complètement, il ne lui reste que 2 choix. Se battre jusqu'au bout ou se rendre. Et le problème, c'est que les Ukrainiens sont des Russes. Et en tant que Russes, personne en Russie ne pensait que cette guerre serait facile, parce que nous nous battons contre nous-mêmes. Pour la Russie, c'est une guerre civile. Nous nous battons contre nous-mêmes et nous sommes têtus comme pas possible. Nous n'aimons pas nous rendre. Nous n'aimons pas reculer. Nous nous battrons jusqu'au bout par pur entêtement. Et c'est bien ça que nous combattons. Nous nous combattons nous-mêmes. La plupart des pays européens ne pourraient pas supporter cela. Franchement, ils ne le pourraient pas. Ils n'ont pas le moral. Ils ne l'ont jamais eu. Vous savez, les Allemands, si vous lisez les récits allemands des premiers jours de Barbarossa, il y a une bonne histoire où une colonne allemande est tombée sous le feu d'une seule mitrailleuse Maxim. Ils ont fini par tuer les 2 mitrailleurs.
Quand ils ont tué un premier raid-mitrailleur et ensuite attrapé le deuxième, le premier, quand il est mort, le second l'a recouvert d'un manteau gris et est retourné tirer à la mitrailleuse. Ce qui a choqué les Allemands, c'est que le deuxième n'avait pas de jambes. Ses jambes avaient été arrachées plus tôt. Il avait été bandé, assis là, couvrant le reste de l'armée rouge pendant leur repli. Il a tué pas mal d'Allemands avec cette mitrailleuse. C'était une position suicidaire. Ce n'était pas comme une charge banzai, comme le faisaient les Japonais. C'était « nous tiendrons jusqu'à la fin, nous allons simplement nous assurer d'emporter le plus d'ennemis possible avec nous ». C'est la mentalité en Russie. Et c'est contre cela que nous nous battons avec les Ukrainiens, car ce sont des Russes. Ce sont des Ukrainiens du centre-Est qui sont russes. Ethniquement russes, culturellement russes. Donc c'est un combat difficile, un combat vraiment difficile. Vous savez, il y a des vidéos qui sont apparues montrant un groupe de soldats ukrainiens encerclés dans les bois. Le camp russe leur crie de se rendre, et ils répondent « Nous sommes Russes, nous ne nous rendons pas ». Et voilà, oui, ils ont été anéantis parce qu'ils ont refusé de se rendre. Et c'est là tout le cœur du problème. Les Européens interprètent très mal ce qui se passe. Oui, c'est l'une de mes grandes préoccupations, ce que vous avez mentionné à propos de l'escalade, parce que je pense que l'OTAN et les Russes ne se comprennent pas vraiment lorsqu'il s'agit de signaler la manière dont on monte les échelons de l'escalade. L'OTAN est en quelque sorte la championne de l'incrémentalisme, des petites tactiques du salami. On l'a vu avec l'élargissement de l'OTAN. S'il y a une opposition, on appelle cela le partenariat pour la paix. Au lieu de procéder directement à l'élargissement, on les prépare lentement à l'adhésion, puis on franchit l'étape. Même chose avec la défense antimissiles. On installe 10 missiles intercepteurs, et puis soudain, quelques années plus tard, cela devient quelques milliers. Et c'est pareil avec la Russie. Cela a commencé dans la guerre actuelle, la guerre par procuration avec l'Ukraine. Cela a commencé, vous savez, peut-être avec quelques Abrams. Qu'en est-il du système HIMARS, de l'artillerie à longue portée, des F-16? Vous savez, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ou bien nous surmontons cela. Et maintenant, bien sûr, nous avons des troupes américaines tirant des missiles américains profondément en Russie, guidés par des systèmes américains, avec des cibles choisies par des généraux américains. Donc, en quelque sorte, vous voyez, nous avons emprunté cette voie. Mais à chaque étape, nous regardons du côté des Russes et ils disent, eh bien, ils ne ripostent pas encore. Donc nous pouvons pousser un peu plus, grimper un peu plus haut sur l'échelle. Je suppose que ma grande inquiétude, comme vous l'avez suggéré, est que si les Russes n'escaladent pas comme nous le faisons, c'est-à-dire vous avez utilisé le mot « ressort », et j'ai trouvé cela intéressant parce que Poutine a utilisé le même mot hier dans un discours de 2014. Il faisait remarquer qu'il nous poussait encore et encore jusqu'à ce que le ressort soit complètement comprimé et qu'alors nous réagissions avec force. C'était un peu le contexte de la reprise de la Crimée. Ainsi, en Occident ou dans les pays de l'OTAN, nous avons regardé vers la Crimée et tout le monde a été choqué, car cela semblait surgir de nulle part. C'était une réaction excessive. Mais encore une fois, c'est parce que nous avançons par petites étapes. Et si rien ne se passe, alors tout changement soudain paraît disproportionné. Mais, encore une fois, je suppose que c'est là ma conclusion. L'illusion du contrôle de l'escalade. L'idée que nous pouvons monter et descendre cette échelle, tout en prédisant d'une manière ou d'une autre les réactions des Russes. Je pense que c'est là que les choses peuvent et risquent
de très mal tourner dans un avenir pas si lointain. Mais oui, ma dernière question portait sur la manière dont le nouveau ciblage semble se dérouler. Les infrastructures énergétiques semblent désormais être la principale cible dans cette guerre d'usure. L'Ukraine et l'OTAN paraissent déterminés à neutraliser l'énergie russe, que ce soit en frappant les raffineries, en arrêtant les navires ou en sanctionnant les partenaires russes par tous les moyens possibles. Mais la Russie intensifie également ses efforts de manière significative, cherchant à plonger l'Ukraine dans le noir pour diverses raisons, militaires, commerciales. Alors, comment voyez-vous cette guerre de l'énergie évoluer? Eh bien, avant d'en venir là, je vais ajouter deux choses. Il y a un proverbe russe. Quand Ivan met longtemps à se lever, mais quand il le fait, le sang coule à flot. Il y a un... Puis-je dire une chose rapidement? Otto von Bismarck a dit quelque chose de similaire. Il est très facile de faire sortir l'ours russe de sa caverne, mais on ne peut pas le faire rentrer. En réalité, Bismarck avait une autre maxime. Le Russe met du temps à se mettre en selle, mais il galope très vite. Et cela rejoint l'idée que la guerre est un péché. Vous nous avez forcés à combattre, alors maintenant nous allons vous détruire parce que vous nous avez poussés à commettre ce péché. C'est une approche culturelle. Si nous devons le faire, nous le ferons de la manière la plus dure et la plus sanglante possible, afin que vous ne vouliez plus jamais nous forcer à ce combat. C'est la mentalité russe dans son application. En réalité, à l'heure actuelle, la seule chose qui empêche l'Occident d'une escalade massive, c'est Poutine. Car si le peuple avait le dernier mot, si les généraux avaient le dernier mot, le feu ferait rage de Londres à Varsovie. À ce stade, c'est le niveau de colère qui s'est déjà accumulé. Vladimir Vladimirovitch ne peut faire qu'un nombre limité de choses pour empêcher cette marmite de déborder. C'est l'effet exactement inverse. Vous savez, l'Occident continue d'entretenir ses fantasmes. Oh, nous allons écarter Vladimir Vladimirovitch, nous aurons un autre Eltsine, et alors nous serons les rois du monde et festoierons sur la Russie pendant encore 100 ans. Eh bien, il y a toujours une chance, bien sûr, mais je ne parierai pas là-dessus. Il est bien plus probable que vous obteniez quelqu'un qui mettra le feu à la majeure partie de l'Europe par vengeance. Alors, vous savez, ce sera l'un de ces moments où vous vous souviendrez de Vladimir Vladimirovitch avec beaucoup de nostalgie, parce que c'était les bons moments, et maintenant viennent les mauvais. Vous n'allez pas obtenir une réincarnation libérale de l'ère Eltsine. Cela n'arrivera jamais, du moins pas avant 3 ou 4 générations. Ils ont eu leur vaccin contre cela. La Russie vient tout juste de se remettre sur pied, et la colère est très forte en ce moment. Alors, pour ce qui est de l'infrastructure énergétique, eh bien, j'ai de mauvaises nouvelles pour certains, des nouvelles horribles. Il n'y a pas de file d'attente pour le gaz ou l'essence, peu importe comment vous l'appelez. Il n'y a pas de file d'attente. Vous savez, j'ai une chaîne et j'ai demandé à mes abonnés, j'ai environ 11 000 personnes sur ma chaîne Telegram, une chaîne en russe, et je leur ai demandé qui avait vu des files d'attente, qui avait vu des stations-service à court de carburant. Dans 2 provinces, 2 personnes ont chacune remarqué une station-service à court de carburant et une autre station n'avait plus de E92, qui est l'essence de bas grade. En gros, le carburant bon marché en Russie, mais l'essence haut de gamme aux États-Unis. Le 93, c'est le carburant vraiment cher aux États-Unis. C'est une remarque intéressante en passant. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de petites stations-service privées, non affiliées aux grandes chaînes. Il faut comprendre qu'elles sont servies en dernier pour l'approvisionnement en carburant. Les grandes chaînes comme Lukoil, bien sûr, approvisionnent d'abord leurs propres stations, et ce qui reste est vendu à ces petits commerces familiaux. Il n'y a pas de pénurie.
Les prix du carburant ont augmenté, mais ils augmentent régulièrement de toute façon depuis 6 ou 7 ans. Malheureusement, c'est comme ça. L'inflation est présente partout dans le monde, les monnaies fiduciaires et tout ce qui s'ensuit. Mais non, il n'y a pas de pénurie massive. Vous savez, si vous êtes déjà passé près d'une raffinerie ou dans une raffinerie, j'ai passé environ 15 ans dans les services pétroliers et gaziers en tant que directeur de la chaîne d'approvisionnement. Donc je connais assez bien les infrastructures et le fonctionnement de tout cela. Eh bien, le procédé de craquage, d'ailleurs le procédé de craquage a été inventé par Shukov, un ingénieur russe sous la Russie impériale. Le procédé de craquage moderne, vous savez, les raffineries modernes sont immenses, 10-15 km de long. Ce que vous voyez toucher, ce n'est pas la raffinerie elle-même, à proprement parler. Ces grandes images avec de magnifiques flammes, parce que, regardez, c'est ce que nous faisons. Ce que vous voyez réellement, ce sont des installations de stockage de pétrole qui sont frappées. Ce sont ces grands réservoirs de stockage ronds dont le toit monte et descend en fonction du volume pour maintenir la pression stable. Ils brûlent très bien et ils sont faciles à remplacer. Le problème, c'est quand on touche à la tuyauterie. Toutes les canalisations et les cuves sont sous pression avec des vannes d'arrêt surveillées par ordinateur. Donc si l'une d'elles est touchée, oui, il peut y avoir une petite flambée jusqu'à ce que les ordinateurs s'éteignent, ferment les vannes de chaque côté et qu'il n'y ait plus de carburant qui circule. Plus rien à brûler. Cela ne donne pas la grande image en matière de relations publiques, et ces éléments sont relativement mineurs. Certains des réservoirs peuvent en réalité être un peu difficiles à remplacer, car ils sont énormes. J'ai travaillé sur un projet de construction, un projet EPC, où j'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement pour une entreprise italienne. Nous agrandissions la production à la raffinerie de Moscou, et certains de ces réservoirs mesuraient 70 mètres de long, presque 80 mètres. Mais c'est une exception. La majorité sont relativement petits et peuvent être remplacés assez rapidement. Ils ne donnent pas l'image de relations publiques. Ainsi, la plupart des frappes visent les grands dépôts de stockage de pétrole. Là encore, cela donne une bonne image pour les relations publiques, mais ce n'est pas vraiment là que se trouve le gros des dégâts. Et il ne s'agissait de faire chanter de pétrole. Et elles sont faciles à remplacer aussi, car il ne s'agit pas d'une infrastructure très sophistiquée. Du côté russe, on a reconnu qu'environ 14% de la capacité de raffinage du pétrole avait été mise hors service. Cela baisse, puis remonte, cela baisse puis remonte, parce que les installations sont rééquipées et remises en service. Une partie de l'installation de raffinage actuellement à l'arrêt l'est en raison du passage au carburant d'hiver. Cela se produit 2 fois par an, pour les carburants d'hiver et d'été, et certains prétendent « Regardez ce que nous avons fait, nous avons paralysé leur capacité de raffinage », ce qui est faux. L'arrêt est dû au rééquipement pour les qualités hivernales de diesel et d'essence ou de pétrole. Comme je l'ai dit, cela se produit 2 fois par an. C'est le cas dans tout pays du Nord. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la Russie est un exportateur net, non seulement de pétrole, mais aussi de gaz. C'est le plus grand exportateur de diesel. Je pense qu'avant le début du conflit, la Russie était responsable d'environ 70% des exportations mondiales de diesel. C'est aussi un grand exportateur d'essence. La Russie nourrissait l'Europe. Et il ne s'agissait pas seulement de carburant, on parle d'acier, de produits sidérurgiques, de titane, de produits en titane, de produits en aluminium, de pièces automobiles assemblées en Allemagne, de papier brut, d'engrais, de denrées alimentaires, de blé, de riz, de poissons, de porc, et ainsi de suite. La Russie était le principal fournisseur de matières premières pour la majeure partie de l'Europe. Ce n'était donc pas seulement une question d'énergie coupée. L'Europe s'est en réalité coupée de tout.
L'Allemagne a même eu des problèmes de papier, car la Russie vendait les grands rouleaux de papier brut, puis achetait à l'Allemagne le carton, le papier d'imprimante et tout le reste. Eh bien, une fois que les Allemands ont imposé ces sanctions, l'industrie russe s'est simplement réorganisée et a commencé à produire pour elle-même. L'un de mes amis était directeur informatique dans une entreprise qui ne produisait auparavant que du papier brut pour l'Allemagne, puis achetait le carton. Aujourd'hui, ils produisent 80% du carton de la Russie. C'est un marché que les Européens ne récupéreront jamais. Il est perdu. Ce marché est tout simplement fermé. Donc quand on touche à ce type d'infrastructure, on touche à des produits de base interchangeables. En août dernier, Poutine a ordonné un gel de toutes les exportations de carburant hors de Russie, essence et diesel, ce qui réduit les volumes mondiaux de matières premières. Eh bien, qui est le plus grand importateur de carburant au monde? Je parle d'essence et de diesel. C'est l'Europe. Et c'est un coup porté à elle-même. C'est un but contre son camp. La même chose s'est produite lorsque de nombreux commentateurs européens se réjouissaient que la Russie ait connu des sécheresses dans le sud pour plusieurs milliards de dollars de blé détruit. Eh bien, la Russie ne va pas mourir de faim. C'est le troisième producteur mondial de blé, elle en produit presque 3 fois plus que les États-Unis, et c'est le plus grand exportateur de blé au monde. La Russie ne va pas mourir de faim. Mais les prix des matières premières vont être affectés, car il y a moins d'activité sur le marché des matières premières. Qui est le plus grand importateur? C'est l'Europe. Vous voyez, c'est encore un but contre son camp. Donc du côté russe, il n'y a pas eu de problème majeur, et maintenant diverses mesures sont prises pour protéger ces installations. Il n'y a pas assez de systèmes anti-aériens pour en déployer partout. Ils sont évidemment produits en masse, mais la Russie est un très grand pays. En plus, la Russie fournit l'Iran, et peut-être aussi le Venezuela. Je ne sais pas, mais beaucoup de rumeurs circulent à ce sujet. D'autres mesures sont donc prises, des filets sont installés, ainsi que divers autres systèmes locaux. Même les dirigeables, les zeppelins, vont tous porter des filets qui commencent à être déployés, car les drones auxquels ils font face sont de type avion, semblables à des Cessna. Ce ne sont pas des drones FPV, donc ils ne peuvent pas vraiment voler sous ces filets une fois qu'ils sont en place. De plus, pour défendre les installations, Poutine a autorisé la semaine dernière la formation d'unités de réserve de volontaires. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas aller au front pour une raison ou une autre, mais qui peuvent se porter volontaires et travailler à la défense du territoire pendant environ 1 mois par an, simplement par roulement. Ainsi, elles défendront ou patrouilleront autour des périmètres des infrastructures clés, au cas où des groupes de diversion apparaîtraient. Des mesures sont donc prises. Maintenant, du côté russe, lorsque vous détruisez les infrastructures énergétiques en Ukraine, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, évidemment, vous entravez la logistique. Deuxièmement, vous gênez, eh bien, il ne reste plus de grande industrie en Ukraine. Vous gênez les ateliers de réparation. Troisièmement, et c'est la principale raison, vous vous débarrassez des gens, vous vous débarrassez de la population civile. Ils ne peuvent pas survivre dans les villes, en particulier Kharkiv et Soumy, des villes qui seront libérées tôt ou tard. Vous ne voulez pas de civils là-bas. S'ils n'ont pas de chauffage, de lumière ou d'eau, ils partiront. Ils s'exileront d'eux-mêmes de ces villes. Alors, le champ de bataille devient beaucoup moins compliqué. Les troupes ennemies peuvent encore s'y trouver, mais elles n'ont plus de bouclier humain derrière lequel se cacher. D'ailleurs, beaucoup des explosions que vous voyez chaque jour dans les villes ukrainiennes, dans les bâtiments civils, sont dues au fait qu'ils utilisent ces civils comme boucliers humains et placent leur système anti-aérien entre les immeubles. Ainsi, lorsque les missiles montent et interceptent quelque chose au-dessus de la ville, cela retombe, évidemment.
Et s'ils n'interceptent rien, tôt ou tard, ils tombent en panne de carburant et s'écrasent. Et lorsqu'ils survolent une grande ville, évidemment, ils vont atterrir sur quelque chose. La gravité, vous savez, est toujours en vigueur. Si vous regardez Moscou, il y a des systèmes Pantsir à l'intérieur de la ville, qui sont de petites roquettes, et surtout des canons automatiques. Mais à l'extérieur de la ville, il y a des anneaux de système S-300, S-400 et S-500, afin que rien ne tombe sur la ville. Les habitants ne sont pas utilisés comme boucliers humains. Les Ukrainiens, eux, utilisent leurs propres civils comme boucliers humains, du genre « D'accord, ils ne frapperont pas si nous sommes juste à côté d'un jardin d'enfants ». Et cela gêne le camp russe, car ils essayent très fort d'éviter les pertes civiles. Vous avez une frappe massive de 300 à 400 drones en Ukraine. Et il y a 3 ou 4 civils tués. Ils en hurlent tous. Ils tuent 3, 4, 5 civils du côté russe chaque jour. Si tu vas dans la périphérie de Moscou, ici et là, tu verras des bâtiments détruits, des zones incendiées où des drones ukrainiens ont frappé, et ce sont tous des immeubles résidentiels. Ils ne peuvent pas atteindre les bâtiments gouvernementaux ni les infrastructures clés, alors ils s'en prennent simplement aux zones résidentielles pour tuer des civils. Tu sais, j'ai été à Gorlovka. J'ai parcouru ces zones de long en large. Je faisais un reportage pour RT à Gorlovka. L'aide de Gorlovka est plus ou moins, enfin c'est un peu dangereux, parfois des drones, mais on peut y circuler. L'ouest de Gorlovka, c'est la ligne de front. Et il y a littéralement, comme dans toutes les villes européennes, tu sais, sauf dans des endroits comme Moscou, ça s'arrête à une rue, et après il n'y a plus qu'un champ. Et c'est tout, la ville est finie. Nous étions sur cette route de la mort. Beaucoup de voitures calcinées à cause des frappes de drones. L'artillerie a touché la route pour qu'on ne puisse pas y rouler vite, et ensuite les drones détruisent les voitures. Nous sommes allés là-bas, et ce marché avait été frappé par un obus de 155 mm. Il y avait un paladin américain qui circulait quelque part dans le coin. Ils ont frappé le marché à 8 heures du matin. Heureusement, il n'avait pas encore ouvert. Le vendeur de biscuits était allongé derrière moi quand je faisais mon reportage. Son cadavre était encore là. Sa femme a failli perdre ses 2 jambes. Elle a été évacuée. Personne ne vient récupérer le corps parce qu'il y a encore un duel d'artillerie et des drones qui planent autour. Nous avons été stupides. Assez ironiquement, nous sommes sortis là-bas et je faisais un reportage avec ma propre caméra. Nous avons garé nos voitures dans certaines cours. Il y avait des immeubles de 10, 12 étages et en marchant à travers, en regardant autour, on voyait des appartements brûlés ici et là. Ce sont des drones. Les drones FPV que les Ukrainiens lancent. Ils volent dans les fenêtres des gens pour tuer des civils. Je veux dire, ils savent ce qu'ils frappent. Ils les regardent voler, choisissant simplement n'importe quelle cible au hasard. Contrairement à cela, et ils le font à l'intérieur de la Russie, parce que c'est la seule chose qu'ils aient jamais maîtrisée. Essayer de tuer des civils. Du côté russe, ce sont uniquement des cibles militaires. Très souvent, si des civils sont touchés, c'est simplement qu'ils se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela arrive, littéralement, des dommages collatéraux. Ils ne sont pas les cibles. Mais une fois que les infrastructures sont hors service, les civils partent. Et c'est ce que l'Ukraine ne veut pas. Elle veut les civils à Kharkiv, elle veut les civils à Soumy, parce que lorsque la guerre atteint ces zones et que les opérations commencent à les frapper, elle veut que les civils soient sur place. C'est une bonne opération de communication, et cela ralentit les forces russes. La Russie fait le contraire. Elle fait partir les civils de cette région, les poussant à partir en masse. Je me souviens qu'en décembre de l'année dernière, il y avait beaucoup de rapports dans les médias ukrainiens. C'était un grand sujet parmi les politiciens
mais il est aussi apparu dans le Kyiv Post et d'autres, affirmant qu'entre 100 et 200 000 personnes étaient retournées dans les régions sous contrôle russe. Bien sûr, c'était principalement présenté comme une décision économique, covered strain remembered. Mais soyons honnêtes, si elles détestaient la Russie de tout leur cœur, elles ne se seraient pas installées dans des territoires contrôlés par la Russie. Donc je pense que l'histoire est un peu plus complexe que ce que nos médias nous en disent. Juste un petit commentaire sur les sanctions cependant, parce que vous savez, en tant qu'Européen, il m'a été douloureux de voir ce genre d'automutilation. J'ai travaillé à Moscou comme professeur en 2018, 2019 et 2020, et le département pour lequel je travaillais étudiait presque exclusivement le pivot de la Russie vers l'Est, c'est-à-dire la diversification de ses liens économiques, en s'éloignant de l'Occident pour se tourner vers l'Est, se rendant en quelque sorte à l'épreuve des sanctions depuis 2014. Donc, lorsque nous avons imposé toutes ces sanctions à la Russie en 2022, j'ai dit dès le premier jour que c'était une idée terrible pour nous, parce que la Russie peut se diversifier loin de nous. Je savais qu'ils s'y préparaient. Mais tandis qu'ils peuvent se diversifier loin de nous, nous ne pouvons pas nous diversifier loin des Russes. C'est donc une proposition perdante. Pourquoi couper nos liens si cela va nous faire plus de mal qu'à eux? Et vous savez, à cette époque, on me disait, « Eh bien, vous dites cela parce que vous êtes un poutiniste. Vous sapez la confiance dans les sanctions et c'est tout. » Et maintenant, bien sûr, 3 ans et demi plus tard, les économies européennes partent à volo. Même aujourd'hui, nous voyons les Russes et les Chinois s'accorder sur ce projet Force de Sibérie 2. Toute cette énergie arctique qui devait alimenter notre industrie part vers l'Asie à la place. C'est presque célébré comme « Oh, regardez, nous nous sommes libérés ». Vous savez, s'éloigner de tous ces marchés, c'est assez douloureux de voir ce terrible auto-sabotage. Le concept tout entier revient à mettre le feu à sa propre maison, en espérant que cela se propage aussi à la maison russe. Cela ne présage rien de bon pour, je suppose, notre continent commun, puisque nous sommes tous Européens ici, tout de même. Mais, vous savez, en Russie, on appelle ça se couper le nez pour contrarier sa mère. C'est à peu près là où nous en sommes. Avec le Power of Siberia 2, et c'est un point très important, Power of Siberia 1 provenait des champs pétroliers et gaziers de Sibérie orientale, tout allant vers la Chine. Power of Siberia 2 vient des champs gaziers de Sibérie occidentale. C'était Nord Stream 1 et 2. La Chine, maintenant, il faudra 4 à 5 ans pour que le gazoduc soit opérationnel. Vous savez, la Mongolie va être en plein essor, car elle va bénéficier d'une énergie bon marché, en plus des frais de transit. Il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est la fin pour l'Europe. On pourrait remettre Nord Stream 2 en service dès maintenant, et dans 4 ans il serait vide, parce que les Chinois ont racheté tous ces champs pétroliers et gaziers, tout le volume. Il faudrait développer de nouveaux champs gaziers pour les Européens. Et les Chinois ont des contrats à long terme. Et c'est tout. Vous savez, dans 3 ou 4 ans, dès que le gazoduc Force de Sibérie 2 sera mis en service, ce sera fini. Tout partira vers l'Est. Plus rien n'ira vers l'Ouest. Voilà. Et c'est quelque chose que beaucoup d'Européens ne comprennent pas. Ils pensent que, oh, vous savez, dès que tout ça sera terminé, nous reviendrons simplement en Russie. Eh bien non. En réalité, Chevron et Exxon voulaient revenir en Russie et se rapprocher à nouveau de Rosneft, et ils ont été informés par le gouvernement de Poutine, directement par Vladimir Vladimirovitch, que ce n'était pas souhaité. Nous ne voulons pas qu'ils reviennent, en gros. Nous n'en avons pas besoin. Et à propos de la quantité de pétrole en Russie, je travaillais sur un projet, j'étais directeur de la chaîne d'approvisionnement pour l'Eurasie chez Halliburton.
Nous fournissions en 2014. Nous mettions en place l'infrastructure pour un forage conjoint Rosneft-Exxon au nord d'Arkhangelsk, à un endroit situé dans les mers au-dessus de cette région. En russe, on appelle cet endroit quelque chose comme « lieu de naissance ». Je ne me souviens plus du mot anglais exact, mais disons simplement que c'est un champ pétrolifère. Il forait un puits d'exploration et Obama a dit « partez ». Mais Exxon l'a convaincu de les laisser forer un seul puits d'exploration. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un puits d'exploration, les géologues déterminent, en principe, où le pétrole pourrait se trouver, là où il est remonté depuis la croûte terrestre, où il s'est accumulé en raison des caractéristiques géologiques. Peut-être qu'il y a du pétrole ici, mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas creusé un trou. On appelle cela un puits d'exploration parce qu'on se dit d'accord, essayons ici. Ah, rien là, essayons là-bas. Et on continue ainsi, on perce un trou ici, un trou là, jusqu'à trouver le gisement de pétrole. Ou peut-être qu'il n'y a pas de gisement de pétrole. Alors ils ont foré environ 2000 mètres sous le sous-sol. Il y a le niveau de l'eau, puis le sous-sol. On ne peut forer que pendant les mois d'été, car c'est à ce moment-là que la glace se brise. Il y a de la glace en permanence là-bas. Exxon et Rosneft ne disposaient pas des technologies marines nécessaires, donc Rosneft les a fait venir. Ils ont foré à 2000 mètres, ce qui n'est rien pour un puits moderne, du pétrole brut, léger et doux. Dans ce filon principal, ils estimaient qu'il y avait environ 100 milliards de dollars de pétrole. Et il y avait plusieurs gisements similaires dans les mers au nord d'Arkhangelsk. On estime qu'il y a environ 1000 milliards de dollars de pétrole. Eh bien, 10% seraient revenus à Exxon, donc les États-Unis se sont en gros privés eux-mêmes de 100 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Rien qu'avec le développement de cette zone. Oups, force du jour, tu vois. Le contrat est déchiré, et ensuite Rosneft commence à investir dans le développement de sa propre technologie marine. Donc on n'a plus besoin d'Exxon, car ils étaient le raccourci. Ils avaient déjà la technologie. La Russie dispose d'énormes quantités de tout, c'est encore largement inexploité en réalité. Et il y a en ce moment un oléoduc qui va jusqu'en Chine. En ce moment, regardez simplement jusqu'où Trump a contribué à faire progresser la paix mondiale, bien que ce ne soit pas intentionnel, bien sûr. Vous savez, rien de tel que d'insulter Modi, de renverser le gouvernement du Bangladesh et de s'impliquer dans les élections locales indiennes, malgré Modi. Donc en ce moment, il y a l'oléoduc russo-chinois qui entre dans le nord de la Chine, et des accords sont en train d'être signés pour prolonger cet oléoduc jusqu'en Inde. En passant par le Bangladesh, d'ailleurs, avec le nouveau gouvernement là-bas, car ils ont toujours besoin d'énergie. Et c'est garanti, une fois que ce sera accompli, il y aura une ligne distincte qui ira vers l'Asie du Sud-Est. Ils envisagent de faire la même chose à terme avec le gazoduc. Des gazoducs descendent également jusqu'en Inde. Vous construisez donc une infrastructure à laquelle les États-Unis n'ont absolument aucune réponse, car elle n'est pas maritime. Elle est désormais entièrement terrestre. Elle échappe au contrôle des États-Unis. Au mieux, les États-Unis peuvent tenter de renverser les gouvernements situés le long du tracé. Il n'y en a pas tant que ça. Ils ne vont pas renverser les Indiens, ni les Chinois, et s'ils essaient à nouveau de renverser les Bangladais, personne ne les laissera faire une fois qu'un gazoduc sera en place. La Russie a signé un contrat avec l'Afghanistan, avec les talibans, pour transporter du GNL actuellement par camion, le long de 2 itinéraires différents. Aujourd'hui, c'est par camion. Demain, ce sera un gazoduc. La Russie s'est donc entièrement tournée vers l'Est. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Occident, car d'abord, il y a maintenant une colère générationnelle. Je veux dire, l'Occident a perdu la Russie pour au moins 2 générations, peut-être 3. Les élites ont été arrachées à l'Europe par les sanctions, en hurlant et en se débattant. Arrachées à l'Europe,
car elle voulait en faire partie. Et beaucoup d'élites, les petites élites pourrait-on dire, la bourgeoisie libérale supérieure, la petite haute bourgeoisie, mais elles aussi ont été touchées. La vague massive de russophobie qui a déferlé a convaincu les gens que oui, on nous déteste vraiment. Et la classe moyenne a observé tout cela, évidemment, et elle s'est tournée vers l'Est ou repliée sur elle-même. Et la Russie s'est soudain souvenue qu'elle est un état de civilisation, un immense, grand état de civilisation, quelque chose qu'elle avait littéralement oublié. La fin de l'Union soviétique, l'effondrement, les années 1990, les années 2000, les gens, vous savez, certains ont même fini par se détester eux-mêmes. Beaucoup n'avaient aucun respect pour eux-mêmes, ni pour leur pays. Et tout cela a commencé à changer à la fin des années 2000. Mais l'OMS, l'opération militaire spéciale, a accéléré ce processus de manière immense. Le retour vers l'idée, eh bien, nous n'avons pas besoin d'eux. Nous sommes un grand pays à nous seuls. Nous n'avons pas besoin d'être comme l'Occident. C'est l'Occident qui doit être comme nous. C'est un pendule dans l'histoire russe qui va et vient. Et il oscille très fortement dans l'autre sens. Et l'OMS a été un instrument majeur pour cela, pour forcer les élites à sortir de cet état d'esprit. Et soudain, les gens se disent, eh bien, nous n'avons pas besoin de sortir notre argent de Russie. Nous pouvons simplement investir en Russie et obtenir un meilleur rendement. Et c'est mieux pour nous. Oh, et les gens nous apprécient alors. Donc vous savez, peut-être que je devrais laisser un héritage à mon pays, au lieu d'acheter ce yacht en France et d'y rester. C'est un changement de mentalité, et c'est l'une des raisons pour lesquelles cela prend autant de temps. Il y a de nombreux niveaux à cela. C'est en dehors du champ de bataille. C'est une guerre économique d'usure, une guerre culturelle d'usure, et littéralement une guerre politique d'usure. Parce que la Russie regarde l'Occident et se dit, plus cela dure, plus l'Europe va s'effondrer. Tous ces problèmes en Europe, dans les pays européens, pas tous évidemment, mais la plupart des grands, ils remontent à la surface. Je veux dire, regardez l'Angleterre. L'Angleterre est un État policier, un goulag à ciel ouvert. Il y avait une statistique frappante. Combien de personnes ont été arrêtées pour avoir publié des choses sur Internet? En Russie, c'était 424. Au Royaume-Uni, c'était 12 000. Et quand on considère que le Royaume-Uni a environ un tiers de la population de la Russie, cela reviendrait à 36 000 si c'était proportionnel par habitant. On observe les mêmes processus dans toute l'Europe. L'Europe est une soi-disant démocratie libérale qui montre les crocs. C'est une infrastructure d'État policier autocratique et elle retire les gants de velours face à son propre peuple. La question est donc de savoir combien de temps ils pourront continuer ainsi avant que les Européens ne s'effondrent sur eux-mêmes. Eh bien, vous avez mentionné le mouvement de balancier. Ce qui est intéressant cependant avec la Russie, depuis, eh bien, au moins Pierre le Grand qui a tenté d'européaniser la Russie, c'est que la modernisation, encore une fois, tous les pays doivent passer par la modernisation. Mais en Russie, la modernisation a toujours été, dans la tradition de Pierre le Grand, présentée comme une européanisation de la Russie, la rendant plus occidentale. Ce qui est intéressant cette fois-ci cependant, en matière de modernisation, c'est que pour la première fois, la modernisation signifie que la Russie peut aussi se tourner vers l'Est. Elle n'avait jamais eu cette possibilité auparavant, avec les Chinois en particulier, mais aussi d'autres partenaires orientaux. Donc, eh bien, pour ce qui est de l'énergie allant vers l'Est, je suis très heureux pour les Mongols et les Asiatiques. Mais en tant qu'Européen, je ne peux m'empêcher d'être un peu amer, de voir que nous gâchons, enfin, que nous ne voyons pas à quel point militariser de nouvelles lignes de division sur le continent est un exercice d'autodestruction. Quoi qu'il en soit, Stanislav, merci beaucoup d'avoir pris le temps, je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci. Où les gens peuvent-ils vous trouver?
Je suis sur YouTube sous le nom de Mr. Slavic Man, Slavic avec un K, pas un C. Je suis sur X sous le nom de Stas Krapivnik. Je suis aussi sur Telegram, j'y ai 2 chaînes. Stas Segodnia Obratno est la chaîne en russe, et Stas Was There est la chaîne en anglais, excusez-moi. Où les gens peuvent m'envoyer un email à l'adresse stas.krapivnik@yandex.ru. Excellent. Et merci encore. Merci.